Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être si nombreux à cette présentation. Un petit peu stressant devant tout le monde. Donc, si je prends en compte en fait, le nombre de personnes qu'il y a ici, personne n'a de problème de production. Donc c'est parfait. Je m'appelle Jean-Philippe Bampel, je travaille à Datadog depuis 5 ans. Et ça fait 4 ans qu'on travaille sur cette problématique de debugging en production. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous on a eu comme technique utilisée pour pouvoir faire ça. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, Twix, whatever, et Blue Sky. Je vous posterai aussi les slides dessus. Et on va pouvoir commencer. Donc on va voir pourquoi est-ce qu'on a besoin de débugger en production. Et comment on va pouvoir faire ça avec la JVM grâce à son API d'instrumentation. Et puis, comment, avec cette brique technique, on va pouvoir construire un production debugger qui soit efficace pour troubleshooter en production. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait débugger en production? C'est un peu bizarre, cette affaire. Ce qu'on voudrait, en général, c'est pouvoir rajouter de l'observabilité, c'est-à-dire rajouter des logs, rajouter des spans, si vous utilisez le distributed debugger. Distributed tracing, à chaque fois je me fais avoir. Qui utilise le distributed tracing? Ouais, pas beaucoup, c'est bien. Donc on va quand même voir un petit peu pour ceux qui utilisent, ajouter des métriques aussi, pouvoir ajouter ce qu'on veut, c'est-à-dire ajouter ça dynamiquement, parce qu'une fois que c'est en prod, redéployer après tout ça, c'est compliqué. Parce qu'on a tout notre système de CI/CD, ou dès qu'on veut rajouter, on se dit « Ah, bah tiens, j'ai oublié de mettre tel log ici pour pouvoir récolter de l'information parce que j'ai un tel problème en prod. » Donc, qui a déjà eu cette envie de pouvoir rajouter une log en production alors qu'on a un problème? Oui, c'est pour ça que vous êtes ici, bien sûr. Donc, effectivement, c'est painful, c'est vraiment pénible de pouvoir faire ça parce que maintenant qu'on a tout ce système de continuous integration, de déploiement sur la partie staging ou UAT, test, etc., avant d'arriver en prod, eh ben, ça peut prendre, dans le meilleur des cas, quelques minutes, voire jusqu'à plusieurs heures, voire jours, si la personne qui met en production et qui valide votre PR est en vacances. Donc ça peut être vraiment problématique. Donc ça prend beaucoup de temps et il faut aussi prendre en compte les politiques de déploiement, surtout en production, parce qu'on peut avoir par exemple une partie canary, où on déploie sur un nombre de clients restreints. Il peut être aussi très long sur... on déploie d'abord sur des data centers où il y a peu de clients, ou des gros, etc. Donc, arriver à ce que vous ayez votre information, votre observabilité que vous avez rajoutée, arriver en production, pour pouvoir débugger ce que vous voulez, ça peut être vraiment très long et très embêtant. Mais la production, c'est un environnement très intéressant parce que vous allez avoir de plus gros volumes en général, ou une plus grosse charge que dans vos environnements de test ou en dev. Vous êtes avec des vraies données, pas des données simulées, etc. Vous avez plus de chances de tomber sur des race conditions, parce qu'il y a beaucoup plus de charges, etc. Vous avez des états ou des caches qui sont différents de ce que vous avez dans les tests et dans le dev. Donc d'avoir des données de production, bah, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour aller reproduire notre problème. Mais il faut garder à l'esprit aussi que quand on est en production, en général, même si on rajoute ces éléments d'observabilité, ça peut rajouter de l'overhead. Imaginez que vous rajoutez une ligne de log et puis finalement c'est au milieu d'une boucle infinie. Ça ne va pas bien se passer. Donc en général, on essaie de garder ça dans une façon temporaire. Mais on va redéployer à chaque fois l'application. Moi, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir dire, bah voilà, mon application est en prod, il y a le problème qui est en prod, je veux pouvoir changer dynamiquement tout ça pour ajouter cette observabilité, rajouter cette ligne de log et de pouvoir débugger immédiatement avec les données qui sont disponibles. Donc pour ça, on va utiliser une API de la JVM, qui n'est pas forcément très connue, mais qui est très puissante. Donc c'est l'Instrumentation API. Cette Instrumentation API, elle est donc une feature de la JVM depuis le JDK 1.5. C'est même une API qui est standard, dans le sens où elle est à la fois dans le JVM TI, qui est aussi une spec standard implémentée par toutes les JVM, et dans la partie JDK. Et donc c'est implémenté par toutes les JVM, donc c'est-à-dire que vous pouvez les retrouver dans la hotspot d'Oracle et de tous ceux du OpenJDK, mais aussi dans l'OpenJ9.
et dans d'autres JVM qui implémentent la spec telle qu'elle est. Donc ça, c'est plutôt pratique. On a besoin de construire un Java Agent pour ça. Donc c'est un jar qu'on va construire à côté et qu'on va utiliser, mettre dans la ligne de commande Java avec le Java Agent de point et le nom du jar. Et ce Java Agent, en fait, il va être chargé au tout démarrage, juste avant le main de l'application. Donc on appelle ça un pré-main d'ailleurs. Et donc dans ce pré-main, donc la JVM va appeler cette méthode que vous implémentez dans l'agent et va vous fournir une instance d'instrumentation, une interface instrumentation avec les arguments. Et avec cette interface-là, cette instance de cette interface, on va pouvoir avoir un ensemble d'API qu'on décrit ici. Donc c'est une version simplifiée de cette API qui va nous permettre en fait de rajouter, de modifier le bytecode à la volée. Donc dans cette interface d'instrumentation, on va retrouver une version simplifiée, je n'ai pas toutes les méthodes dessus, mais celles qui vont nous intéresser ici, le add transformer, donc on va pouvoir rajouter une instance de class file transformer qui est décrite juste en dessous. On va pouvoir retirer un transformer et on va pouvoir aussi retransformer des classes qui sont un ensemble de classes qui sont déjà chargées par les JVM. C'est-à-dire qu'on a une classe qui est déjà chargée par les JVM et on voudrait modifier cette classe-là. On va appeler retransform classes sur la classe qui nous intéresse, à tout moment. C'est ça la force de cette API. Et on a aussi le getAllLoadedClasses qui nous permet d'avoir un tableau de classes de toutes les classes qui sont déjà chargées par la JVM actuellement. Donc dans ce transformer qu'on a évoqué juste avant, en fait c'est une instance qui comprend une méthode qui va être rappelée par la JVM quand on va charger une classe. Donc dans cette callback en fait, de la JVM, elle va nous dire bah, voilà, je suis en train de charger une classe, je te donne la main ici avec un class loader, le nom de la classe, et ce qui nous intéresse tout en bas, c'est le byte array en fait, du class file qui a été chargé du disque. Donc qu'est-ce qui se passe quand on charge une classe par la JVM? La JVM charge une classe, elle charge à partir du disque les class files qui sont dans les jars. Elle va appeler, donc, regardez s'il y a des transformers qui sont enregistrés par des Java Agents. On appelle la méthode transform qu'on vient de décrire juste avant, avec le byte array. C'est pour ça qu'on a les petits 0 et les 1 dans un fichier. Donc c'est le byte array des class files qui nous est fourni au Java Agent. Et là-dedans, nous, on va pouvoir prendre ce byte array, le parser en tant que bytecode, faire nos manipulations de bytecode, puis retourner à la méthode le nouveau bytecode qui va être chargé ensuite par la JVM. Donc on peut faire tout ce qu'on veut à ce niveau-là, dans les limites de ce qui est permis par la JVM. Donc la JVM va activer un verifier juste après pour vérifier que ce qu'on charge du disque ou de mon Java Agent est correct et qu'il n'y a pas de gros soucis dessus. Ensuite, on va passer sur cette phase de retransformation. Donc, on va pouvoir instrumenter une classe à tout moment dans la JVM grâce à ça. Donc, il suffit d'appeler en fait, à partir de l'instrumentation le retransform classes de la classe qui nous intéresse, de l'instance de la classe qui nous intéresse, et elle va recharger la classe du disque, le class file original du disque, rappeler la méthode des transformers, donc la méthode transform dessus, et on va pouvoir modifier le bytecode, retourner le bytecode, et une nouvelle classe avec ce nouveau bytecode va être chargée par la JVM et utilisée. Donc ça, c'est très pratique. Il y a quand même quelques restrictions à utiliser ça. Avec donc le retransform, on ne va pas pouvoir rajouter, renommer, retirer un champ d'une classe, parce que en fait, la classe est déjà chargée par la JVM, donc elle a déjà alloué un layout en fait, pour cette classe avec tous ses champs. Donc si on retire les champs, le layout en mémoire ne va pas correspondre. Donc on ne va pas pouvoir faire ce genre de choses. On ne va pas non plus pouvoir modifier les méthodes, rajouter, renommer, retirer ou changer la signature des méthodes, parce que d'autres classes peuvent déjà lier en fait, à cette méthode, faire des appels à cette méthode en s'attendant à avoir cette méthode-là, avec cette signature, etc. Donc on ne va pas pouvoir faire ce changement-là, parce que là, on ne retransforme qu'une seule classe, et il faudrait qu'on retransforme en cascade toutes les autres qui correspondent. C'est assez compliqué, donc on ne peut pas faire ce genre d'opération-là. Par contre, on va pouvoir modifier le contenu de la méthode. Donc là, tout le bytecode intérieur, là, on peut tout changer.
Donc là, on part sur la retransformation qui se fait à tout moment dans la vie de l'application. Si on le fait par contre au démarrage, ce genre de choses, ce qui est fait par exemple sur la plupart des tracers, on va pouvoir rajouter des méthodes, on va pouvoir rajouter des champs avant que la classe soit chargée pour la première fois, mais pas au niveau de la retransformation. Mais ça nous suffit déjà pour faire des choses très intéressantes. Donc une fois qu'on a notre byte array qui nous est fourni par la JVM, du class file, il va falloir le parser pour pouvoir manipuler le bytecode. Donc pour ça, on a deux grosses solutions que j'ai retenues. Donc la librairie ASM, qui est la plus vieille et la plus bas niveau à utiliser, donc qui mappe quasiment direct les bytecodes tels qu'ils sont chargés. Elle utilise deux types d'API, la Core API et la Tree API. Donc la Core API, c'est une version simple, très efficace, à base de visiteurs, donc qui peut être un petit peu complexe à manipuler, mais qui est très efficace. Et on a l'autre partie qui est Tree API, qui est plus comme un DOM. Donc on a l'ensemble un object graph en fait, qui est en mémoire de toutes les instructions, tout le bytecode, et qu'on va pouvoir manipuler comme on veut, en rajouter, retirer, les déplacer, etc. Très pratique à utiliser, mais ça prend un peu plus de mémoire que la version Core API, qui lui fait juste un visiteur direct, voilà, qui est plus efficace, mais qui est plus complexe pour autant faire des manipulations un peu tricky. L'autre librairie, c'est ByteBuddy. Alors, qui connaît ByteBuddy? Ah ouais, un petit nombre là. ByteBuddy, en fait, c'est une très bonne librairie qui permet de faire des manipulations de bytecode aussi. Le plus haut niveau, elle est construite par-dessus en fait l'ASM, donc elle utilise l'ASM en dessous, sous-jacent, mais l'API est vachement plus facile à manipuler pour le bytecode. Elle permet aussi de construire un agent, un Java Agent from scratch très simplement. Donc c'est très pratique à utiliser. Donc on va se baser un petit peu sur ByteBuddy là pour vous donner un petit peu les exemples de ce qu'on peut faire. Dans Datadog, nous on a plutôt préféré utiliser l'ASM parce qu'on avait besoin d'être un peu plus précis sur l'instrumentation. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est utilisé en général par les tracers. Donc, par exemple, à Datadog, le tracer utilise ByteBuddy. Parce que c'est très efficace pour pouvoir, très productif pour pouvoir faire de l'instrumentation. Quand on a plusieurs frameworks, plein de frameworks à supporter en tracer, il y en a beaucoup en Java, c'est intéressant de pouvoir générer des intégrations et des instrumentations assez rapidement. Et on est beaucoup plus productif avec ByteBuddy que de faire ça directement avec ASM. Pour la partie debugger, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'instrumentation, mais on a besoin qu'elle soit très précise avec plein de cas particuliers. Donc c'est plus facile de le faire avec ASM, on va dire, même s'il faut le faire un peu plus bas niveau. Donc c'est un peu plus complexe, mais une fois que c'est fait, c'est très intéressant et on maîtrise beaucoup de choses. Donc un petit exemple avec ByteBuddy, du coup, comment on fait? Donc on a un pre-main qui est tout en haut. Donc ça, c'est la callback qui est utilisée par la JVM avant de démarrer le main. Donc là, j'ai fait juste une petite boucle dans un thread pour pouvoir dire, OK, je retransforme une classe. J'appelle une méthode retransform class. Donc je fais un thread pour ne pas bloquer le démarrage de mon application. Donc elle démarre, je fais juste que j'ai récupéré mon instance d'instrumentation, je la mets de côté, et puis je l'utilise par la suite. Et du coup, donc dans la méthode retransform class, je crée un ByteBuddy. Alors, du coup, j'ai passé un argument là où je veux instrumenter ma classe, donc j'ai la classe plus la méthode. Donc je fais un split là sur les arguments pour pouvoir avoir à la fois la méthode et la classe. Et j'utilise donc, je fais un agent builder qui va me permettre de créer un agent et qui va s'installer sur l'instrumentation en disant voilà, je veux faire de la retransformation, je suis sur le type, au niveau de type, vous avez named avec méthode split 0, c'est pour la classe que j'ai passé en paramètre. Et je veux faire une retransformation en utilisant un advice. Alors un advice, ça va être la classe qui va être sur la droite, c'est-à-dire, bah, voilà, c'est une espèce de bout de code Java qui va être injecté directement là où ça nous intéresse, dans la méthode qui nous intéresse. Donc c'est pour ça qu'on a un advice to, donc la classe qui va être injectée, et le on est sur le méthode split 1 ici, donc qui est la méthode dans laquelle on veut injecter ça. Et on injecte donc en fait ce code-là. Donc on a une mécanique ici qui dit quel type, quelle méthode on injecte tel advice. Et dans l'advice, on a juste à déclarer en Java quel est le code qu'on va insérer dans cette méthode. Donc ici, j'ai dans cette classe system out logging advice, quand on va rentrer dans la méthode,
on va faire un système out-println entering method, tout bêtement. Donc on a un système d'annotation sur le device qui nous permet de dire, voilà, cette méthode-là, ça va être pour l'entrée de la méthode. Il y en aura d'autres, on va voir par la suite. Et c'est le hello world en fait, du ByteBuddy pour pouvoir faire ce genre de manipulation. Et ensuite, quand on lance notre application, on va utiliser le java-java agent, .monjar, avec lequel on se trouve cette classe-là, et je passe en paramètre, avec le égal, donc la classe main et la méthode run. Donc j'ai fait mon 2.2 pour faire la séparation entre la classe et le run, et l'application derrière que je lance. Donc ça va aller, donc ça va mettre en forme que dès que la classe main va être chargée, il va aller chercher la méthode run et il va aller injecter le système out-println dans cette méthode. Donc maintenant qu'on a un petit peu cette mécanique-là, comment on va plus loin? Donc là, je vous ai donné un petit peu la recette qu'on va utiliser. Donc on l'a un petit peu touché du doigt ici. On va fournir déjà une code location, c'est-à-dire une classe plus une méthode qu'on voudrait targeter, on voudrait instrumenter pour pouvoir ajouter une ligne de log ou ce que l'on veut. Lorsqu'on va charger la classe ou qu'on va la retransformer, donc on aura dit, tiens, je veux faire retransform de cette méthode-là, on va aller matcher dans la méthode transform. Est-ce qu'on est bien sur la classe et la méthode qui nous intéresse? Si c'est le cas, on va aller insérer les appels dans le class file buffer, comme on a fait avec le ByteBuddy. Et après, on laissera l'application exécuter le code et donc avoir cette insertion. Ça, c'est vraiment les briques de base pour pouvoir faire ça. Maintenant, comment on construit derrière notre production debugger? Donc, je vais passer sur un premier exemple qui est relativement simple, même si tout le monde ne fait pas de distributed tracing, c'est de rajouter un span. Donc là, j'ai pris une API standard qui est Hotel, donc OpenTelemetry. Donc, on a un tracer, un singleton tracer. On va dire, je vais construire un span avec le nom et le démarrer, et à la fin de mon code, try finally, hop, je finis le span. Donc ça va me permettre de rajouter un span à la volée, où on veut, sur la méthode qu'on a targetée, et de pouvoir donc avoir dans mon flame graph ou mon waterfall, d'avoir un span qui va s'insérer sur ce qui nous intéresse. Donc pour ça, en ByteBuddy, c'est relativement simple, parce qu'on va avoir un peu un mapping de ce qu'on voudrait avoir manuellement directement dans le device de ByteBuddy. Donc là, j'ai fait un span device, et donc j'ai fait deux méthodes, une méthode enter et une méthode exit. Dans la méthode enter, c'est là où je vais récupérer mon tracer, provider, blablabla. Je vais lui dire, crée-moi un span avec le nom qu'on aura défini, et retourne ce span là de la méthode. Donc il va injecter ce code-là à l'entrée de ma méthode. Et à la fin de la méthode, donc là j'ai un exit qui est un petit peu plus particulier, où voilà, je lui mets des paramètres, c'est le add_device enter, c'est-à-dire que je prends en paramètre le retour de la fonction de la méthode enter. C'est un peu particulier là-dessus, mais le fait qu'on ait cette annotation, ByteBuddy sait que c'est en fait le retour de la méthode enter plus haut. Je lui passe aussi un throwable s'il y a eu une exception qui a été levée durant l'exécution de la méthode. Et après, voilà, tu injectes le code span_end pour dire, voilà, tu finis le span. Donc, au début de la méthode, je crée le span. À la fin de la méthode, en gros, je finis le span. Donc, que ça soit exception ou pas, c'est un try finally, en gros. Donc là, c'est plutôt simple de faire le try finally avec ce span, avec juste ça, et ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est pour rajouter un span. Donc ça permet de rajouter un span à la volée. Donc j'ai fait un petit exemple ici, où je l'ai fait avec Datadog, mais c'est le même principe. Donc on a un flame graph déjà de mes spans ici sur Pet Linux, sur une démo Java. Et puis j'ai rajouté donc ce span dynamiquement, vetcontroller.async. Donc ça me permet de dire, dans cette méthode-là, elle a pris 1,17 millisecondes d'exécution. Voilà, donc ça fait un peu le profiler du pauvre, parce que normalement on utilise plutôt un vrai profiler pour ça, mais voilà, ça permet rapidement de dire, tiens, est-ce que cette méthode-là prend du temps ou pas? Voilà, ça permet déjà rapidement d'avoir quelque chose qui est intéressant à regarder. C'est le premier niveau, ça. Niveau suivant, on a déjà des spans, on a déjà des distributed tracing. Pourquoi c'est intéressant d'avoir déjà distributed tracing? Parce que c'est déjà un canal en fait, d'envoi de données vers notre backend.
On a déjà un backend qui gère toutes nos traces. Là. Donc si on lui envoie des données à ce backend depuis notre application, on n'a pas à construire un canal pour envoyer toutes les données qui nous intéressent pour le debugging. C'est pour ça qu'on utilise un peu ici Distributed Tracing, parce qu'il y a déjà ce canal qui est préétabli. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a déjà des spans existants, mais on va pouvoir annoter, ajouter des valeurs dans ces spans. Ce qu'on appelle les attributs dans Hotel, ou chez Datadog on appelle ça des tags, pareil. Donc c'est une paire de clés-valeurs, qui est en général une string, mais voilà, donc ça peut être des constantes. Moi, éventuellement, je voudrais aussi récupérer un champ, 10.name, ou un argument, myArg, de ma méthode. Donc, comment on se fait ça avec ByBuddy? On va prendre à la fin de la méthode, ici on va faire un exit, une méthode exit sur notre device, et on va, là cette fois-ci, on va rajouter on va déclarer l'argument 0 pour dire que c'est l'argument 0 de ma méthode dans laquelle j'injecte ce device. Un petit peu compliqué à comprendre, mais le contenu en fait, de ma méthode exit est injecté dans la méthode qu'on cible. Donc là, en spécifiant addDevice.argument0, on va dire map-moi l'argument 0 de la méthode dans laquelle on est en train de cibler et de le mapper directement dans le arg0 ou dans du code Java qu'on voit ici. Donc ça va me permettre de capturer l'argument 0, en fait, l'argument 1, le premier argument, je veux dire, de notre méthode, et de pouvoir après le manipuler dans le code Java de l'advice. Et puis on a le 10 pour accéder au champ. Donc là, j'ai mappé dans un 10 ici, donc on va pouvoir récupérer le 10, le champ de la classe, l'instance de la classe courante. Et après, on va pouvoir utiliser l'API Hotel pour dire je rajoute des attributs en mettant arg0 pour l'arg0 que je veux, le nom avec 10.name. Et ça va me permettre en fait, de collecter ces informations-là d'exécution, les mettre dans le span, et quand le span va arriver en fait, dans notre interface de Distributed Tracing, d'avoir ces informations-là sur l'exécution de ce span. Donc on a un début, on va dire, d'environnement d'exécution pour ce span, d'avoir des informations supplémentaires pour comprendre pourquoi ce span a pris tant de temps, etc. Donc ça marche bien. Donc là, un exemple que j'ai fait avec Datadog. Donc là, vous voyez avec le petit sigle là, ça veut dire que c'est quand on a un dynamic tag, c'est pas des tags qui ont été faits par le tracer en lui-même, mais c'est des trucs qu'on a rajoutés. Donc là, j'ai par exemple le nom de VETS, je me suis planté, le nom de que j'ai ici quand j'exécute ma requête, c'est 5. Je suis à la page 1, etc. C'est des informations que j'ai rajoutées en plus pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé par rapport à ce span et cette requête. Alors ça marche bien, ce genre de truc. Parce qu'on a des primitives derrière. Si on a des objets un petit peu, un graphe d'objets qu'on voudrait capturer, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais pareil, c'est au niveau suivant. Au niveau suivant, on va rajouter un log. Moi, je ne vous explique pas comment marche un logger, je pense que tout le monde sait. Là, c'est un exemple sur SLF4j. Donc là, il y a juste les strings avec les interpolations qui me permettent de capturer donc, le nom ou l'argument. Ici, je passe vite. Au niveau du ByBuddy Advice, là c'est quasiment comme le span attribute. Hein. C'est juste que là, le canal va être différent. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le span pour pouvoir collecter les informations, là je vais utiliser un logger et les logs. Donc là, normalement, vos logs sont aussi collectés quelque part et envoyés à votre backend. Donc on utilise en fait déjà ce canal de distribution des données pour pouvoir faire passer plus d'informations. En gros. Donc là, j'utilise encore la même technique, j'ai un argument 0, j'ai le 10, je crée mon logger à la volée ici, c'est ce qui va être injecté, et je fais ma ligne de log avec les arguments. Voilà, je pense que tout le monde a compris du coup le principe. Donc là, c'est dans Datadog, j'ai rajouté une ligne de log au milieu ici, où j'ai ma page et mon UUID de référence. Niveau suivant, la métrique. Là, pareil, j'ai pris une API Hotel, on crée un compteur ici, soit on ajoute 1 pour dire le nombre de fois où cette méthode a été appelée, ou bien on veut collecter la taille des listes ou des maps qui se trouvent à cet endroit-là. Alors pour le call count, c'est particulièrement pratique, on avait déjà utilisé en cas réel, où on a eu si vous regardez votre profiler avec votre flame graph, vous voyez une méthode qui est appelée, qui prend beaucoup de temps, et une en dessous, ça dépend dans quel sens on appelle, mais on le regarde, mais
la méthode qui est appelée en dessous, on ne sait pas si c'est parce qu'elle prend elle-même beaucoup de temps ou si parce qu'elle est appelée plusieurs milliers de fois. Donc en mettant un call count, par exemple, ici dans cette méthode, vous savez voir si il y a un mapping 1-1 sur les deux méthodes qui sont appelées l'une à la suite de l'autre, ou bien il y a un rapport entre 1 et 1 million. Et là, on va dire, ah bah oui, ok, donc la méthode en dessous, elle est longue parce qu'elle est appelée beaucoup de fois, ou elle est longue parce qu'elle prend du temps. C'est un exemple de choses qu'on peut rajouter avec les métriques. Donc un exemple ici avec PyBuddy. Donc toujours pareil, l'argument 0, le 10, et puis là j'ai rajouté juste un call count pour combien de fois cette méthode que l'on cible va être appelée. C'est tout bête, mais c'est assez efficace. Là aussi, vous avez déjà un canal de distribution des données, vous récoltez vos métriques d'une certaine manière, on va juste réutiliser ce canal-là. Donc là, un exemple ici sur Datadog, des métriques qu'on a collectées en histogramme cette fois-ci. Niveau suivant, là c'est déjà un peu plus compliqué. On va essayer de capturer tout le contexte d'exécution de la méthode. Là, on va se rapprocher un peu plus du debugger que vous avez dans un IDE, sauf que là, on ne fait pas de breakpoint, hein, on n'arrête pas la prod comme ça. Mais on veut avoir le même niveau de données qu'on a capturées sur la méthode qu'on va cibler. Donc, à une code location, donc c'est la méthode qu'on veut cibler, on va pouvoir capturer les arguments, les champs, les variables locales, la valeur de retour et éventuellement des exceptions qui n'ont pas été, qui ont bouillonné au-dessus de la méthode, qui n'ont pas été gérées, qui n'ont pas été catchées dans la méthode. Ça, on va pouvoir le faire. Et pour chaque référence qu'on a capturée, on voudrait aller récupérer le graphe d'objets sous-jacent, toutes les références avec les objets, etc. Si vous avez par exemple une map, vous voulez avoir toutes les clés valeurs à l'intérieur de la map, dans la liste, tous les éléments de la liste, etc. En gros, on va avoir une représentation comme ça. Là, on est ici avec Datadog, on a le 10 avec le VetController. À l'intérieur, on a des champs, result, garbage start, des exécuteurs, une liste de vets. Et à l'intérieur de cette liste, de cette liste, vous avez un tableau. On a la cellule 0, on a un vet avec son first name, son last name, son ID, ses spécialités, etc. Donc on a ce graphe d'objets qui a été collecté ici et qui nous permet en fait, d'avoir quelque chose qui est similaire à ce que vous avez dans un IDE. On a capturé ça à la volée. Donc, capturer le contexte, en fait, on va utiliser un peu les mêmes techniques qu'on a vu avant, c'est-à-dire qu'on a des arguments, il n'y a plus qu'à mapper dans le device les arguments 0, 1, 2, 3, mais il faut savoir combien il y a d'arguments dans la méthode, etc. On va récupérer le 10 avec tous ces champs, on peut récupérer les exceptions, on l'a vu aussi avec PyBuddy, donc tout ça, on va pouvoir plus ou moins le faire. Le seul problème, c'est que là, il va falloir trouver un canal de communication dédié pour envoyer ces données. Donc soit vous utilisez Span et vous mettez tout ce que vous avez capturé dans les data attributes des Span. Ça peut marcher, mais c'est pas très joli au jour. Soit vous créez un mécanisme, par exemple en serialisant ça dans les logs. Vous avez un format, par exemple JSON ou whatever, vous mettez ça dans le log, et puis comme c'est collecté vos logs qui vont envoyer à votre backend, après vous décodez ça et vous pouvez afficher ces captures. Donc ça, c'est assez pratique pour explorer l'état d'exécution de votre méthode. Et on se rend compte après, quand on fait ce genre de choses, que vite fait, on a besoin de fois de faire pour certaines classes qu'on connaît, comme les listes, les maps, on va essayer d'éviter d'aller trop loin dans le graphe d'objets, et dire pour les listes, on va aller juste récupérer les éléments de la liste, les maps, on va faire que les clés valeurs et pas toute la structure ou les champs à l'intérieur de comment c'est implémenté en Java dans une map, parce que c'est le genre de choses qui ne nous intéressent pas forcément, et d'aller vraiment dans la donnée. Par exemple, un optional, on ne va pas vouloir récupérer les champs, etc. On va juste aller voir la valeur derrière qui est dans l'optional. Donc quand on fait ce genre de choses aussi, c'est comme on a un graphe d'objets, ça peut être aussi cyclique, donc il va falloir faire attention à l'overhead que ça va avoir, parce qu'on va capturer beaucoup plus de choses, et aussi au niveau de la sécurité, parce que là on est en train de... c'est vrai pour ce qu'il y avait avant, hein, c'est pas nouveau avec ce truc-là, mais j'en parle ici, c'est que on va capturer beaucoup de choses qui viennent de choses dont vous n'avez pas forcément maîtrisé, surtout en production. Donc au niveau de la sécurité des informations qui peuvent circuler sur ça, ça peut être assez
problématique. On peut vous embêter pour ça, parce que dire, oh bah tiens, là, il y a le credit card number là, du champ de l'objet que vous avez capturé, ça serait pas sympa de le faire passer dans les logs comme ça. Donc c'est une problématique qu'il faut prendre en compte. Les passwords aussi, parce que du coup on a l'accès à la mémoire et tout. Donc, ça peut être embêtant. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux tout de suite. C'est pratique d'avoir ça en prod, hein, mais la prod aussi demande aussi quelques responsabilités là-dessus. Donc gardez en tête. Donc comme je l'ai dit, on a un overhead en fait, à capturer toutes ces données-là, surtout la quantité de données qu'on a et la profondeur. Donc on a une première technique pour éviter d'avoir trop d'overhead en production, ça va être de sampler. Donc en fonction de là où se trouve le code location, on peut avoir plus ou moins d'overhead qui va être. Si on a un endroit qui est appelé une seule fois par requête, ça ne va pas se voir, en gros. Par contre, si on est dans une boucle à 1 million, ça va faire mal. Donc du coup, d'intégrer un sampling, ça va être en général suffisant d'avoir ça, et surtout requis, parce que voilà, si on tombe dans une boucle, ça peut faire très mal, donc il faut pouvoir relâcher un peu la pression et que la production puisse tourner, parce que si c'est pour mettre à genoux la production, on n'a pas résolu le problème. Donc en général, moi, ce qu'on met, c'est un échantillon par seconde, ça suffit en général très bien. Mais on peut aller un petit peu plus loin en utilisant des conditions, c'est-à-dire qu'on peut injecter le code et exécuter la capture de ce contexte sous condition, et on peut imaginer des filtres du genre, voilà, j'ai une méthode qui prend un argument entier, mais de temps en temps, je me suis aperçu que l'argument est négatif. Et on ne s'attend pas à ce qu'il soit négatif. Donc on peut dire, je veux capturer seulement si l'argument est négatif. Ou bien, on a remarqué dans les logs qu'un utilisateur en particulier, il y avait des choses qui se passaient, il y avait des timeouts qui étaient liés à cet utilisateur. Donc on veut capturer les données seulement quand ça concerne que cet utilisateur. Et enfin, bah voilà, on a des timeouts aussi, mais on ne sait pas où, mais on sait que ça vient autour de cette méthode-là, donc je voudrais capturer les données quand la méthode fait plus de 500 millisecondes. Encore une duration sur la méthode, et de dire bah, je vais capturer à ce moment-là. Donc d'injecter en fait ces conditions-là, en plus du sampling, ça va vous permettre en fait de capturer peu de données, mais qui sont pertinentes pour aller troubleshooter votre cas d'usage. Enfin, comme on capture avec un objet graph qui peut être cyclique, etc., il va falloir mettre en place des limites, parce que sinon vous allez capturer beaucoup de données. Donc la première limite, ça va être la profondeur en fait, de mon graphe, combien de références on va aller suivre dans mes objets. En général, nous on met 3, mais après on peut varier, parce qu'en fonction de si on a une map avec les objets, les classes, etc., c'est assez compliqué, donc il faut des fois aller très profond pour aller voir les données qui nous intéressent, puisque les données qui sont autour, qui tiennent les data structures qui tiennent ces données-là. On a aussi une limite sur les strings, la taille des strings, parce que si vous chargez un JSON de 10 MB dans une string et que vous capturez cette string, bah, il va falloir aussi envoyer les 10 MB de capture. La taille des collections, donc la taille des listes, des maps, on va en général limiter à une centaine d'éléments, pas plus. Parce que ça peut aller très vite, parce que si vous mettez une liste de 100 éléments avec 3 niveaux de graphe derrière, ça peut aller très vite aussi. Enfin, capturer un nombre. Alors les arguments, en général, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des cas particuliers. Mais les champs, ouais, on a vu des cas où ça peut aller très, très large sur le nombre de champs, surtout dans certains frameworks. Ils sont très larges sur une centaine de champs par classe. Donc là, on peut aussi aller très vite. Le variable local aussi, en général, c'est comme les arguments, il n'y en a pas tant que ça, mais bon, si c'est des générateurs de code et que vous mettez votre capture à ce moment-là, ça peut faire mal. Donc, bien mettre des limites en fait partout, parce que ça peut déborder. Alors, on va arriver sur une autre technique, parce qu'en général, on a souvent des exceptions qui traînent sur la prod. Et en Java, c'est pratique, on a la stack trace. Donc déjà, ça nous règle en général beaucoup de cas avec juste une stack trace. Mais il y a des cas où ça se passe pas si bien que ça. Une stack trace, c'est pas toujours suffisant. Donc comment est-ce qu'on peut arriver dans un cas où on a une stack trace, on a une méthode. Ici, on a une méthode process qui prend un argument. Dessus, on fait un matching regex dessus. Et on se retrouve avec cette exception-là. Donc c'est bien, je sais que l'exception vient de cette méthode, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que l'argument, bah, je n'ai pas la valeur de l'argument.
dans ma stack trace. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi je suis arrivé là, parce que c'est pas... j'aimerais bien avoir la valeur de l'argument, parce que je ne m'attends pas forcément à ça. Qu'est-ce qui a pu déclencher cette exception-là? Oui, effectivement, ça ne matche pas la regex, mais quel type de données qui a été envoyé? Donc pour ça, on a une technique sur les exceptions, où quand une exception intervient, on va récupérer sa stack trace, une première fois, on va analyser la stack trace, et on va instrumenter les top frames, donc les 3 premières par exemple, c'est à partir de là où l'exception est levée, plus les deux suivantes, les deux appelants. Et comme ça, on va instrumenter avec les mêmes techniques de capture d'exécution d'environnement, et on va attendre que l'exception se lève à nouveau. Et à un moment où l'exception va être relancée, on va aller capturer pour chaque frame, on va aller capturer l'environnement, les variables d'environnement pour ça, comme on l'a vu tout à l'heure. On va arrêter ici. Donc du coup, ça va me permettre de capturer, comme on l'a vu juste avant, l'argument arg, et qui va avoir la valeur dedans, et on va m'expliquer pourquoi effectivement l'exception a été générée ici, et donc avec quelle valeur, par exemple, l'utilisateur a rentré. Donc ça me permet d'aller comprendre l'erreur qu'on a en production plus rapidement. Donc ça, c'est pratique. Le seul défaut, je dirais, c'est qu'on essaie de mettre un automatisme à chacune exception. On va créer ces instrumentations-là. Mais si vous avez beaucoup d'exceptions sur des stack traces qui sont très différentes, ça peut aller très vite en termes d'instrumentation et donc de rajouter un overhead assez important un peu partout. Donc il faut pouvoir aussi, encore une fois, limiter pour pas que l'overhead devienne inconséquent et vous plombe la prod. D'autres cas d'usage qu'on a rencontrés aussi, nous, dans la vraie vie, c'est, par exemple, on voudrait capturer certains messages Kafka. Comme Kafka est sur les JVM, ben, très bien, on va pouvoir aller se plugger dans certaines méthodes de Kafka et aller capturer les messages qui transitent dans Kafka et de faire une live view en fait, des messages qui sont Kafka. Donc, quand ils sont avec des encodages string, ça passe bien, mais quand c'est un encodage un peu binaire, c'est un peu compliqué. Mais on arrive à faire des choses assez intéressantes là-dessus et dire bah, voilà, pendant 1 minute ou pendant 1000 messages, je veux capturer les données, des messages Kafka, on les voit. Et ça nous permet de pouvoir troubleshooter ce qui se passerait mal sur un topic Kafka. Autre cas d'usage, les DB query params. Alors, techniquement, c'est pas très dur. Un traceur, il pourrait dire, voilà, sur ce qu'on appelle les exit spans, ceux qui sont en sortie, quand il fait une query, on va récupérer les paramètres de base de données et puis on les met à chaque fois dans les spans. Le problème, c'est qu'encore une fois, il y a un problème de sécurité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les paramètres qu'on met dans les queries, il y a des données utilisateurs qu'on n'aimerait peut-être pas que ça soit en permanence dans les spans. Donc le fait que ça soit dynamique, qu'on puisse le faire à la volée, dire bah, tiens j'ai un bouton, hop, capture-moi les query params sur cette DB pour cet utilisateur, etc., avec les conditions, etc., c'est vachement intéressant. Et pouvoir après le désactiver et de revenir dans un câble plus normal. Ensuite, bah, la technique de retransform qu'on a vue, elle marche partout, y compris sur les classes du JDK. Donc vous pouvez aller mettre ce genre de retransformation sur les classes du JDK, sur une classe string, sur une classe map, etc. Sur la classe map. Ça marche. On l'a déjà fait, ça marche très bien. Il faut juste bien choisir ces méthodes, parce que dans une classe string, tout n'est pas instrumentable. Enfin, les conséquences, enfin, si c'est instrumentable, mais les conséquences sont des fois un peu particulières. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc c'est aussi intéressant, donc, des sortes parties libs. Vous pouvez instrumenter donc Kafka, comme on l'a vu, on peut instrumenter Guava, on peut instrumenter n'importe quoi que vous utilisez, que vous ne comprenez pas. Des fois, c'est plus facile d'être dans le cas présent, surtout des librairies de networking. Vous utilisez ça, vous permettez de débugger des trucs qui sont sinon très compliqués. Donc pour finir, ce qu'on a vu, c'est que je vous ai juste présenté des idées en fait sur comment on introduit ce mécanisme de debugger. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, c'est vraiment la base. Donc, il va falloir savoir comment est-ce que vous allez fournir la configuration de telle méthode, telle classe à ce mécanisme-là. Les sampling stratégies avec les gestions des overheads. J'ai beaucoup insisté là-dessus, mais c'est quelque chose qui est très important parce qu'en pratique, sinon, c'est pas utilisable en production. Donc, il faut vraiment pouvoir avoir ces stratégies en place. Et comment est-ce qu'on va collecter ces données? Donc, je vous ai
plusieurs fois aussi dit, quel est le canal de distribution de vos données que vous allez collecter. Est-ce qu'il va passer par les spans? Est-ce qu'il va passer par les métriques? Est-ce qu'il va passer par les logs? C'est des questions qu'il faut se poser pour aller plus loin dans cette technique-là. Et bien sûr, Datadog, on a déjà implémenté, ça fait 4 ans que je bosse là-dessus, pour mettre en place ce truc-là. C'est déjà un produit qui marche plutôt bien. Donc il est open source. Donc, vous avez le code source que j'ai mis en référence ici. Donc vous pouvez aller regarder comment c'est fait. Et puis donc en référence, j'ai mis les API donc, de l'instrumentation, de l'OpenTelemetry, de ByteBuddy, ASM aussi. J'ai une présentation de Raphaël Winterhalter qui a créé ByteBuddy, donc qui vous explique comment faire l'instrumentation avec ByteBuddy de base, et bien sûr les sources du Datadog Debugger. Voilà. Et ça sera tout pour moi. Merci. On va passer aux questions. Vous avez le QR code pour aller me mettre une note pourrie, parce que c'était nul. Et puis, me suivre sur Twitter et Blue Sky pour avoir les slides. Et puis, voilà. Qui a des questions? Tout le monde a des problèmes en production, mais pas de questions. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. J'avais une question concernant votre premier slide. Vous précisez qu'il faut rajouter dans la commande Java agent deux points et puis bon jar. Oui. Donc finalement, ça ne fonctionne pas si on ne l'avait pas déjà au préalable. Tout à fait, c'est vrai. Il faut construire un jar, un Java agent, qu'il va falloir en fait déployer effectivement sur tous vos pods au préalable. Mais une fois que vous l'avez, si ça arrive en prod, après vous pouvez avoir ce mécanisme de debugger. La configuration, etc., que vous avez évoqué à la fin de votre présentation. Ok, merci. C'est ça. Et puis, alors, je vais quand même juste compléter, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. On est capable d'injecter dans la JVM dynamiquement un Java Agent. Alors, c'est quelque chose que Oracle voudrait mettre sous clé. Donc, il y aura, dans les prochaines JDK, il va y avoir un flag spécial pour dire Enable Dynamic Loading Agent, un truc dans le genre. Mais actuellement, si vous êtes sur un JDK 8, par exemple, vous pouvez injecter un Java Agent comme ça à la volée. Normalement, ça va marcher. Mais bon, voilà. Autre question. Il reste 2 minutes 30. Allez, en cours. Vous n'êtes pas sympa, vous êtes à l'autre bout aussi. Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir comment ces méthodes d'instrumentalisation s'agencent avec des bulles natifs, comme GraalVM, par exemple. Oui, alors c'est moins dynamique, c'est sûr, parce que du coup, comme pour le tracer, il faut que ça soit fait au build time. Donc ça va être très compliqué de faire ça. Techniquement, je l'ai fait déjà, mais c'est au build time, vous allez pouvoir injecter ça, mais ça perd son charme, en fait, clairement. Ce qu'on veut, nous, c'est avoir des dynamiques. Et on n'avait pas prévu de mettre l'injection ici dans cette méthode. Là, avec la JVM, on va pouvoir le faire. Sur GraalVM, non. Alors après, bon, là, je parle de Java parce que c'est mon domaine, mais on travaille aussi sur d'autres langages comme Python, .NET, Go. Et Go, c'est du natif. Donc, on passe par eBPF pour faire ce genre de truc. C'est très compliqué, par contre. Je vous avoue que sur la JVM, c'est vraiment la classe, parce qu'on a une API qui est fournie, qui est supportée, donc c'est-à-dire qu'il y a un bug, c'est en gros à Oracle ou OpenJDK de fixer, et donc c'est royal. Dans les autres langages, c'est moins royal, je vous le dis. Oui. Merci beaucoup pour la presse, ça donne beaucoup envie de jouer avec ça. Petite question un peu provoque, combien de fois vous avez cassé la prod en injectant du code? Casser la prod, non, on n'a jamais cassé la prod. C'est l'avantage de ce que j'ai dit avec la JVM, c'est qu'en fait, ce que vous faites avec l'instrumentation, vous ne pouvez pas casser la JVM, vous ne pouvez pas cracher la JVM, c'est l'avantage. C'est-à-dire qu'éventuellement, la classe n'est pas chargée parce qu'elle n'est pas conforme. La classe, elle ne sera pas chargée, bon, c'est un peu limite, mais on a fait en sorte que si la classe n'est pas conforme, en fait, il va annuler la transformation, il va reprendre la classe d'origine. Donc ça va fonctionner. Non, après, c'est l'overhead. C'est ça qui casse la prod, si vous voulez. Mais effectivement, il faut faire vachement gaffe à l'overhead, parce que c'est vite fait que ça part à un truc qu'on n'a pas pensé. Par exemple, nous, pour serialiser, on ne va pas utiliser un toString sur un objet, parce que le toString, on va pouvoir l'override par n'importe qui. Donc vous pouvez avoir une classe et faire un toString,
le surcharger et faire un appel à une requête SQL dans votre toString. Donc si nous, on se repose sur le toString, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc on est obligé de scanner tous les champs pour les capturer, etc. et pas utiliser le toString, parce qu'il peut être défini et ça peut être n'importe quoi dedans. Et on a vu des cas où c'est n'importe quoi dedans. Voilà. Merci.